Eh bien, bonjour à toutes et tous. Me voici pour vous parler d'un composant électronique que je connaissais de très longue date, mais que je n'avais jamais utilisé. Il s'agit des capteurs magnétiques à effet Hall. Alors, en fait, tout ça vient du fait que je suis en train de construire un petit papercraft dans lequel, un genre de diorama, dans lequel j'ai besoin de détecter, parce que ce sera animé, de détecter la présence ou l'absence d'un objet à un endroit précis. Alors jusqu'à présent, quand j'avais ce type de problème, j'utilisais, bon tout ça c'est autour d'Arduino, hein, j'utilisais un contact ILS comme ceci, interrupteur à lame souple. On voit qu'à l'intérieur il y a un contact ici comme dans un relais et une palette ici en matériau ferreux. Et quand on approche un aimant, ici, vous voyez, il faut le mettre dans le bon sens, voilà. On voit que je ne sais pas si vous le voyez, mais on voit le contact qui vient se coller. Et voilà, ça établissait, c'était impeccable, pas de composants, rien du tout. Bon, j'envoyais ça dans un Arduino avec une résistance de pull-up et c'était bon. Seul problème, c'est que ces ampoules, elles sont sous un gaz inerte, mais d'après ce que j'ai cru comprendre, en les utilisant toujours avec des courants faibles, comme c'est le cas sur Arduino, les contacts s'oxydent plus vite que la normale. Il faudrait normalement de temps en temps leur faire passer un courant un peu plus fort, générer une étincelle pour nettoyer les contacts. Et effectivement, le mien, au fil des années, il ne fonctionne plus. La palette bouge bien, mais le contact ne s'établit plus. Donc je me suis dit, allez, c'est le moment de tester ces fameux capteurs à effet Hall qui servent à mesurer un champ magnétique, détecter son sens, son intensité, etc. Ça m'a semblé intéressant. Surtout que je me suis rendu compte que ça ne coûtait rien. Là, j'en ai acheté un lot de 10 pour 2 euros en gros. Le capteur à effet Hall, c'est cette fois, je vais vous en montrer un ici, comme ceci, c'est un tout petit composant, il y en existe d'autres bien sûr, mais là, ceux que j'ai achetés, c'est ce genre de choses. C'est un tout petit composant en boîtier, je ne sais plus comment il s'appelle ces boîtiers, au 92 peut-être. Bref, c'est un tout petit boîtier comme ça, et à l'intérieur, il y a cette fois plus de pièces en mouvement, on est purement dans de l'électronique et même dans de la mécanique quantique. Ça repose sur un phénomène quantique d'électrons, de champs magnétiques qui influencent des courants. Ne me demandez pas de détails, j'ai pas tout compris, j'ai pas cherché à comprendre non plus. Donc c'est bien, alors ce type de capteur permet donc de détecter un champ magnétique, son sens, son intensité, etc. Donc je me suis dit que c'était intéressant. Donc j'en ai commandé, sur les conseils d'une IA célèbre, j'ai commandé des 44E. Alors 44E, ça se trouve aussi sous la référence A3144, OH44E, SS44E, tout ça, mais il y a toujours du 44E dedans. Et donc ceux-là, je vais vous en montrer un agrandi. Voilà. On voit ici qu'il y a, ici, vous voyez ici qu'il y a le boîtier. Ici, il y a l'aimé plat. Il faut l'utiliser comme ça. C'est de ce côté où il y a la référence du composant et l'aimé plat qui est le plus sensible. Donc, il faut l'utiliser de ce côté, mettre l'aimant de ce côté. La pin 1 ici, c'est la lime, en l'occurrence 5 volts. La masse, 0 volts, et la sortie. Voilà. Et tout ça, il y a besoin de rien d'autre. Là, en l'occurrence, les 44E, sur la sortie, ça génère un niveau logique 1 ou 0, plus 5 volts ou 0 en gros à peu près. Hein. Donc ça a besoin d'une résistance de pull-up pour aller vers l'entrée digitale d'un Arduino. Et donc ça détecte un champ magnétique spécifiquement, j'avais lu que c'est un champ magnétique d'environ 100 Gauss pour le faire, pour monter à l'état haut et qui doit redescendre en dessous d'une certaine valeur, 40 je crois, 40 Gauss, pour repasser à l'état 0. Mais alors, ça pour moi c'était très bien, c'était idéal quoi quelque part. Il y a une hystérésis, hein, parce que pour éviter les rebonds, etc. Et c'était très bien, seulement voilà, on m'a pas livré des 44E, on m'a livré par erreur des 49E. Voilà. Ça, c'est une photo des miens que j'ai agrandi. Hein. Donc, bon, c'est exactement le même au point de vue brochage et tout. 5 volts, la masse et la sortie. Mais là, c'est 49E, pas 44E. La différence fondamentale, c'est qu'au lieu de sortir sur out ici, sur la 3, ici out, au lieu de me sortir à un niveau logique 0 ou 1, eh ben, ça sort une tension qui est dépendante du sens du champ magnétique et de son intensité. Quelque part, c'est même plus performant. Alors, ça sort une tension qui est au repos, en l'absence de tout champ magnétique,
d'environ 2,2 volts, enfin quelque chose comme la moitié de la tension d'alim, en gros, hein, d'après ce que j'ai cru comprendre, d'après ce que j'ai mesuré. Si on approche un aimant dans un certain sens, avec le pôle plus vers le composant par exemple, on va avoir la tension qui va augmenter en fonction de la proximité de l'aimant, de l'intensité du champ magnétique, qui va passer à 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 volts. Si à l'inverse l'aimant est retourné, qu'on lui approche le niveau négatif, et ben là ça va descendre 2,2, 2,1, 2,2 volts, etc. Alors déjà, je me suis dit, bah, après tout, j'allais tout renvoyer, mais en Chine, ça veut dire 10 jours pour le retour, 10 jours pour en avoir d'autres. J'ai dit, je vais quand même les tester, mais donc au lieu de mettre une résistance de pull-up et de rentrer sur une entrée digitale de mon Arduino, eh ben, je vais aller direct, c'est ce que j'ai fait ici, sur une entrée analogique, et puis simplement mesurer. Je fais une calibration au départ, parce que ça dépend un peu de la tension d'alim, etc. Donc je fais une calibration à la mise dans le setup de l'Arduino, et ensuite, régulièrement, je vais regarder quelle mesure je trouve sur mon composant. Et si elle s'éloigne de plus de 10%, c'est-à-dire environ 0,2 volts par rapport aux 2,2 volts théoriques, mais en valeur absolue, cette fois pour moi, c'est-à-dire que si je mets l'aimant dans un sens ou dans l'autre, ça va toujours fonctionner, alors qu'avec un 44E, il faut mettre l'aimant dans un sens bien précis, sinon ça ne fonctionne pas. Donc ça, déjà, je me suis dit, c'est quand même un avantage, quelque part. Si je mets l'objet dans n'importe quel sens, ça va fonctionner. Et même si j'avais besoin de savoir dans quel sens il est, je peux, en fonction de la variation de tension. Donc je me suis dit que ça, déjà, c'était un avantage. Ensuite, je me suis rendu compte que ça fonctionnait très très bien. Un petit calibrage au début, détecter une variation de champ magnétique de 10% pour dire mon aimant il est parti. Ça fonctionne parfaitement et c'est très sensible. On voit ici, alors le petit aimant que j'ai mis là, c'est un aimant néodyme que j'ai récupéré d'un disque dur de PC portable, d'un petit disque dur qui était cassé. Je vais avoir mieux, j'ai commandé des néodymes spécifiques ronds, un peu plus costauds, mais je ne les ai pas encore reçus pour mettre dans mon objet. Donc en attendant, je fais avec ça, mais ça fonctionne très bien. Ça doit générer un champ en surface qui est en milliers de Gauss, hein, d'après ce que j'ai vu. Je ne peux pas le mesurer, j'en sais rien, mais je sais que c'est en milliers de Gauss. Mais ça s'effondre très vite, très vite. Si ici, j'ai un champ qui est environ de, on va dire, 4000 Gauss en surface de l'aimant, arrivé ici au composant qui est environ à 15 mm, eh ben, il n'y a plus qu'une cinquantaine de Gauss maximum. Hein. Et ça les détecte bien. La sensibilité de ce machin-là est d'environ, c'est pareil, d'après ce que j'ai vu dans les datasheets, 1,7 millivolts par Gauss. On ne va pas faire des calculs là-dessus, mais disons, voilà, vous pourrez vous amuser, chercher les datasheets et faire les calculs. Donc là, je vais l'enlever, mon aimant. Hop, on voit mon voyant s'allume. Ça réagit tout à fait en tout pour rien, en tout ou rien. Si je remets mon aimant, ça va s'éteindre. Je vais le mettre en face, voilà. Et c'est encore assez sensible, hein, j'ai pas besoin de le mettre tout près. Ça, c'est encore une fois, je vais le refaire, je vais mettre ma main du bon côté peut-être, pour qu'on voie mieux. Hop, j'enlève, je remets. Voilà, ça fonctionne très très bien, hein, même si on va un peu vite. Voilà. Et là, j'ai eu besoin d'aucun composant externe. Éventuellement, il est possible ici, dans la sortie, de mettre une petite résistance de 1K et un condensateur de 10 nano à la masse en série avec la sortie. C'était pour filtrer un peu. J'ai vu que c'était possible, mais loin d'être indispensable, donc je ne l'ai pas fait, ça fonctionne très bien comme ça. C'est complètement insensible aux écarts de lumière et tout ce que s'en fout, hein, parce que, et même aux perturbations électriques, c'est beaucoup moins sensible que d'autres capteurs. Et donc j'en suis très content, ça fonctionne depuis un bon moment, et c'est parfait. Voilà, je vais le continuer. Alors, autre avantage par rapport au 44E, le 44E, il lui faut un champ fixe pour déclencher 0,1, on ne maîtrise rien. Là, moi, j'ai dit, comme je travaille, par exemple, je travaille avec 10%, une variation de 10% du champ mesuré, ben, si j'ai un aimant beaucoup plus puissant, que je veux quelque chose qui réagisse de plus loin, par exemple,
ou de moins loin, je peux tout à fait travailler avec un pourcentage différent de mes mesures pour adapter mes mesures, ce que je veux à la puissance de mon aimant, à la distance qui m'intéresse, au sens qui m'intéresse. Je pourrais avoir une réaction différente suivant le sens dans lequel on met l'aimant. Bref, je conclus que c'était un mal pour un bien. On m'a livré des 49E à la place des 44E et j'en suis parfaitement satisfait. Je ne vais pas les renvoyer. Voilà, je ne vais pas vous ennuyer davantage avec cette vidéo. Je reviendrai plus tard avec ce que je vais faire de tout ça dans mon petit Papercraft. Un truc que j'avais déjà fait par le passé, que vous pouvez trouver dans mes vidéos, mais que je refais différemment cette année. Voilà, merci de votre attention et puis ben, un de ces jours.